Maintenant, mais on continue sur le sujet puisqu'on va se demander maintenant s'il y a une augmentation en France de l'islamophobie. Or, il se trouve que la campagne de Jean-François Copé pour cette présidence de l'UMP a été taxée par certains d'islamophobes. Regardez. Manifestement, pour Jean-François Copé, c'est à droite toute. Le candidat à la présidence de l'UMP indique qu'il souhaite briser un tabou. Jean-François Copé tente de reprendre la main en une seule phrase. Un racisme anti-blanc se développe dans les quartiers de nos villes où des individus méprisent les Français qualifiés de Gaulois. Faites le lien avec des mots employés par Le Pen, mais moi c'est pas mon sujet, c'est pas mon problème. La stratégie de Jean-François Copé est simple, s'afficher comme l'homme qui briserait les tabous, porte-voix d'une droite décomplexée, afin de recueillir les suffrages d'une partie de militants UMP très à droite. Je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes. Il y a une façon qui rassemble, c'est la mienne. Il y a une façon qui stigmatise, c'est à vous de juger. C'est à vous de juger. Donc pour moi les choses sont très simples. Pas d'alliance avec le Front National, jamais. Pas question non plus de tendre la deuxième joue pour faire plaisir à l'alliance objective entre la gauche et le Front National. Donc en clair, pas d'alliance, mais on dit les choses. C'est ce qui est ma théorie dans cette droite décomplexée que je défends. C'est quoi la droite décomplexée finalement? Décomplexée, c'est parler de ce que les Français, les petits Français ressentent au milieu de la population. L'immigration qu'on subit, c'est plus une immigration, c'est une occupation de la France. On est pour une France qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Nous, on porte pas le voile, nous. La droite décomplexée, c'est-à-dire ma culture, mon pays, sans avoir de haine pour les autres, pour les étrangers. J'ai travaillé 40 ans avec les étrangers. Moi, je les aime bien, mais chez eux. Alors pour continuer ce débat, pour le prolonger plus exactement, Jean-François Kahn et Alain Madelin sont restés parmi nous. Sont arrivés Yacine Bellatar, vous êtes humoriste, vous êtes à l'affiche de votre premier one-man show intitulé Ingérable. C'est un spectacle coécrit avec Thomas Barbazan et les auteurs des Guignols de l'Info, et c'est à la Comédie des Boulevards le dimanche et le lundi à 20h. Il y est question entre autres de la peur de l'islam. On va en parler ce soir. Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, vous avez beaucoup écrit sur les relations internationales, sur le football, sur la mondialisation, le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, vous publiez Don't Panic, un dialogue avec le rappeur Medine, où vous appelez les Français à ne pas avoir peur des jeunes de banlieue, ni des musulmans, ni des immigrés, ni de l'islam. Charles, vous êtes dessinateur et directeur de publication de Charlie Hebdo, dont les locaux avaient été incendiés en 2011, après que vous ayez publié les caricatures de Mahomet. Depuis, vous en avez publié d'autres. C'était en septembre. Aujourd'hui, vous publiez vos chroniques. Ça s'appelle Petit traité d'intolérance et c'est sous-titré Les fatwas de Charb. Et puis, il y a les 20 ans de Charlie Hebdo, 20 ans de la nouvelle formule. C'est un best-of qui est paru en librairie. Abdenour Bidar, vous êtes philosophe. Tous vos livres, ou presque, portent sur l'islam, un islam pour notre temps, self-islam, l'islam sans soumission, l'islam face à la mort de Dieu. Le dernier s'intitule Comment sortir de la religion. Alors là, c'est pas seulement pour l'islam, hein, c'est pour tout l'Occident. C'est pour tout le monde. Pierre Jourde, vous êtes écrivain, critique littéraire. Vous venez de publier Le Maréchal absolu. C'est un roman de 700 pages sur un dictateur sanguinaire, un ogre despotique, assiégé dans sa capitale par les rebelles. Il est coupé du monde, mais un dictateur qui n'a pas renoncé à faire l'histoire, hein, c'est-à-dire au fond du théâtre. Véronique Jeuneste, vous êtes comédienne, vous êtes l'héroïne de Julie Lescaut, la série vedette de TF1 qui en est à sa 21e saison. Vous avez récemment écrit un tweet qui a fait réagir beaucoup de monde. Vous disiez que l'islam était dangereux pour la démocratie, vous en êtes expliqué sur Énergie 12 dans l'émission de Jean-Marc Morandini, où vous avez dit, vous me direz si je vous cite bien, si être islamophobe c'est avoir peur, alors je suis islamophobe comme beaucoup de Françaises. Et enfin, Anne-Marie Delcambre, vous avez été professeure d'arabe à Louis-le-Grand. Vous avez publié plusieurs essais très critiques envers l'islam que vous jugez inséparables de l'islamisme. Je citerai La schizophrénie de l'islam ou L'islam des interdits. Et puis aussi beaucoup d'articles où vous dénoncez notamment l'islamisation de l'Europe. Alors, la campagne de Jean-François Copé, on en a vu quelques extraits. La campagne pour la présidence de l'UMP a été qualifiée par certains d'islamophobes.
islamophobe. On a même entendu François Fillon l'accuser de stigmatiser une partie de la population. Est-ce que vous pensez qu'il faut parler de ces sujets-là, comme il en a parlé? Est-ce que ne pas en parler, ce serait être dans le déni? Alors, je ne sais pas, Pierre Jourde. Déjà, le mot islamophobe me paraît fausser le débat. C'est un mot de création récente. On a l'impression que c'est une maladie. L'arachnophobie, c'est la maladie de celui qui a peur des araignées et qui les déteste. Donc l'islamophobe, c'est celui qui craint l'islam et qui les déteste. Je me demande dans quelle mesure le mot ne finit pas par créer la chose. C'est-à-dire qu'on sort islamophobe à tout propos et à n'importe quel propos, et ce mot recouvre des attitudes qui sont extrêmement différentes. Il y a des gens qui ont peut-être un rejet viscéral de l'islam, ça existe peut-être, mais il y a aussi des gens qui simplement n'acceptent pas un certain nombre de pratiques dans l'espace public, dans les écoles, etc. Est-ce que c'est de l'islamophobie ou est-ce que c'est simplement une manière de défendre certaines libertés et la laïcité? Pascal Boniface? Oui, enfin, on doit en parler, bien sûr, mais ça dépend comment. Et certainement pas en faisant des amalgames, comme ça a été fait au cours de la campagne, histoire du pain au chocolat. Pendant les vacances scolaires, les vols de pain au chocolat, on voit bien que c'était quand même pour gagner des voix, plus que pour faire le débat. Ceci étant, le débat, on doit l'avoir. Est-ce qu'on peut l'avoir de façon saine? Est-ce que l'on peut dire cela? Je pense qu'il y a peut-être une poussée d'islamophobie parce que l'islam est plus présent. L'islam est plus présent et que les Arabes ou les musulmans sont plus intégrés dans la société qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc ça crée des réactions de rejet et de peur chez certains, mais c'est quelque part la rançon du succès. Je pense qu'il est plus difficile d'être arabe ou musulman que toute autre chose en France aujourd'hui, mais qu'il est plus facile de l'être qu'il y a 20 ou 30 ans, où là, il n'y avait pas de débat là-dessus, mais il y avait une exclusion et un racisme beaucoup plus fort. Abdenour Bidar? Pascal Boniface s'est engagé sur la question des causes. Hein, et effectivement, c'est la question qui nous occupe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a, de fait, hein, je crois que c'est un fait, c'est pas la peine de spéculer là-dessus, de le dénier justement, il y a une peur de l'islam. Il me semble que... Pardon, juste la peur n'étant pas forcément de l'islamophobie. Non, alors la notion d'islamophobie ou de xénophobie, etc., c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a phobie, je pense qu'on va au-delà même simplement de l'élément de la peur. Il y a un élément de rejet et éventuellement il y a aussi un élément de haine, c'est-à-dire une hostilité qui est exprimée. Hein. C'est un concept qui est assez riche. Si Charlie Hebdo critique certaines pratiques, on va parler d'islamophobie. Ça me paraît vraiment de l'abus de langage. Oui. On posera la question à Charles juste après de terminer. C'est mettre trop de choses dans le même sac. Le mot me paraît abusif très souvent. Oui. Bon, en tout cas, il a une charge qui est très violente, hein, qui hystérise ou qui, en tout cas, passionne immédiatement le débat. Pour aller dans la direction des causes qu'évoquait Pascal Boniface, pour moi, il y en a deux. J'insiste souvent dans mes interventions sur l'islam, parce que Dieu sait si Dieu existe, bien entendu, mais Dieu sait si on me sollicite souvent sur cette question. Je crois que la première raison, c'est que l'islam est associé à tout un ensemble de fantasmes qui sont entretenus par des images, un certain nombre de grandes images, elles-mêmes entretenues de façon récurrente au sujet de l'islam. C'est-à-dire que l'islam, à travers tout un ensemble de sujets d'actualité, qu'ils soient pris en France ou pris dans les actualités internationales, vont entretenir l'image d'un islam violent, d'un islam agressif, d'un islam formaliste, dogmatique, intolérant, etc. Bon, ça c'est à mon avis la première cause qui va passionner le débat parce qu'on mobilise des images qui par leur force émotionnelle vont créer chez les gens une réaction inévitable d'inquiétude. La deuxième raison, je dirais, est interne à l'islam, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard en même temps si c'est l'islam qui provoque ce genre de fantasme et qui provoque ce genre de peur, parce qu'il y a effectivement, beaucoup de spécialistes de l'islam l'ont dit avant moi, une maladie de l'islam, une maladie qui est multiforme, c'est-à-dire que, hélas, il faut le dire, ce n'est pas une culture. Bon, évidemment, quand on tient ce genre de discours, on va être accusé tout de suite d'essentialisme. Il n'empêche, j'en prends le risque, que c'est une culture, aujourd'hui c'est un monde, le monde arabo-musulman, qui, quelle que soit sa diversité interne, est traversé par des crises extrêmement profondes, par des immobilismes, par des rigidifications extrêmement profonds, extrêmement préoccupants, qui font que, je dirais que c'est hélas une civilisation qui, à toutes les échelles, n'a pas l'intelligence ou n'a pas les moyens de donner une bonne image d'elle-même. Donc d'une certaine façon, elle est aussi responsable. Hein. La responsabilité est ici partagée parce que cette civilisation est hélas en mauvais état. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est qu'en mauvais état. Il n'y a pas du côté des musulmans que des intégristes, que des terroristes, que des formalistes, que des femmes voilées, etc. Il y a, on parle de millions d'individus, on parle d'une civilisation. Il y a donc, parmi ces millions d'individus, justement, une foule innombrable de gens
qui réfléchissent au quotidien à une acclimatation et qui réussissent au quotidien une acclimatation entre leur foi, leur culture, le besoin qu'ils ont d'une fidélité à ce qu'ils ont été, à ce que la tradition leur a apporté et les conditions du monde contemporain et par exemple ici en France, eh bien, la nécessité de vivre dans une société multiculturelle où il va falloir entrer dans une logique de compromis, de compréhension mutuelle, de respect, etc. Il n'empêche que c'est un fait aussi, à mon sens, eh bien, c'est une civilisation qui a et encore une fois, je ne suis pas le seul à le constater. Celui qui l'a dit avant moi, bon, hélas, il est mort. C'est le plus grand islamologue qu'on ait eu en France depuis la libération, c'était Mohamed Harkoun. Et Mohamed Harkoun ne cessait, en tant que fin connaisseur de la tradition islamique et du rapport que l'islam entretient aujourd'hui à sa tradition, de montrer que c'est une civilisation qui a énormément perdu, c'est-à-dire, dernière chose, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais remis, en réalité, du contact extrêmement agressif qu'elle a subi au moment des différentes colonisations, c'est-à-dire au moment de l'invasion du monde musulman par l'Occident. Mais moi je dirais à l'islam, il est temps de se remettre. Et il est temps de passer à autre chose que cette posture défensive, que ce repli sur soi qui conduit, hélas, aujourd'hui à toutes les rigidifications. Véronique Jeunesse. Non, oui, moi je suis assez d'accord sur l'idée que tout le monde est sur la définition en tous les cas qu'il faut donner à l'islamophobie et de dire que c'est pas la haine du pratiquant ou de la religion en elle-même. Mais moi par contre je trouve que c'est surtout cette peur qu'ont les gens et vous pouvez pas la nier. Enfin moi je suis ni philosophe ni rien, mais je leur parle et je les côtoie. La peur qu'ont les gens de cet islam totalement idéologique, politico-social, conquérant, qui est sans arrêt dans le domaine public. C'est-à-dire que les gens ont des raisons de s'inquiéter de la façon dont leur domaine, dont l'espace public est envahi de revendications permanentes par des groupes qui sont organisés. Je veux dire, donc des groupes politiques. C'est plus du religieux, là. Et tout à coup, on se retrouve avec des revendications qui dans un domaine laïque, ne devraient avoir rien à faire, qui sont des revendications religieuses, des revendications communautaires. Alors, le multiculturalisme, d'accord, mais enfin, on peut... C'est aussi un vrai frein à l'intégration. Parce que, oui, d'accord, accepter, mais il faut aussi accepter la culture de l'autre. Il ne faut pas s'enfermer dans sa communauté. Et la communauté musulmane s'enferme, et par des signes distinctifs, elle essaye de montrer qu'elle est une communauté et de se frotter aux autres. Et les gens se sentent en permanence attaqués dans leur laïcité, de par l'égalité homme-femme, de par la mixité, de par la liberté d'expression, où on essaye sans arrêt de leur dire, voilà, il faut que vous fassiez des efforts, alors que la laïcité devrait être, je trouve, le rempart à toute tentative de communautarisme. Ce que je disais, c'est que finalement, vous pensez que l'islam fait plus peur parce qu'il s'affirme plus et que les gens ne rasent plus les murs avant de rentrer dans le foyer Fonacotra. Ils veulent exister pour qui ils sont et donc ils n'ont pas à se cacher d'être musulmans. Pour certains, les bons musulmans, c'est ceux qui mangent du porc, boivent du vin, etc. Non, attendez, si les musulmans veulent affirmer leur foi, tant qu'ils ne vous l'imposent pas à vous. Mais ils l'imposent en permanence. Mais en quoi ils vous l'imposent? Ils l'imposent dans les écoles, ils l'imposent en demandant la non-mixité, il l'impose avec le voile. Mais quelle Car on a dit revendication le début de islamiste a l'intégrisme, abouti? qu'on le veuille ou non, le voile c'est le début de l'intégrisme. Mais si quelqu'un veut mettre un foulard, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si quelqu'un les... Non, mais dans leur communauté, Charb et Yacine Bellatar. Attendez, Charb et Yacine Bellatar pose un certain nombre de problèmes là. Non, mais c'est vrai que vous allez intervenir. Si la France ressemblait à ce que décrit Mme Jeunesse, effectivement, on aurait peur. Mais quelle revendication islamiste a abouti en France? Le halal, mais les gens ont peur. Le halal en équipe de France. Les gens résistent. Le halal dans l'équipe de France, éventuellement. Mais dans les cantines, le halal, il n'est pas question de manger halal dans les cantines. Il n'est pas question de circuler avec le voile dans les entreprises publiques. On fait trop de concessions et donc les gens ont peur. Mais quelles concessions? Sur quoi on a cédé? Yacine Bellatar. Mais on n'a pas cédé sur le voile, on a fait une loi pour interdire le voile intégral. Si j'interviens pas. Vous intervenez. Et les revendications d'intégration. Il se trouve que eux deux m'avaient
avez fait signe avant, mais si vous tenez absolument à intervenir maintenant, allez-y, Non, madame. c'est pas ça. Allez-y. Moi, je dis que je lui donne entièrement raison. D'accord, très bien. Parce qu'on confond musulmanophobie. Alors c'est vrai, la phobie des musulmans. Peut-être que certains excités ont la phobie des musulmans. Et islamophobie. Islamophobie, d'abord, est un concept qui a été créé par l'imam Khomeini. Et c'est absurde. Et d'autre part, je suis désolée, les gens meurent de trouille parce qu'ils ont peur d'être agressés. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est né à l'ombre des épées. Enfin, quand j'entends des conneries pareilles, je suis désolée. 40 ans que j'étudie les textes, 40 ans que j'étudie les textes, et 40 ans que je ne vois pas une seule fois que l'islam est prosélyte, l'islam est communautaire. Vous êtes la meilleure communauté qui ait surgi entre les hommes. Et moi je dis, vous avez... Non, le prosélytisme. Oui, alors évidemment, pour les femmes, battez-les, aidez-vous. Pour les juifs, bravo pour les juifs, ils auront une fameuse place. Pour tous ceux qui ne sont pas... Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie entre les hommes. Donc, mais le problème, c'est que les musulmans veulent présenter leur religion comme une religion de bisounours. Alors je dis bravo, commissaire. Yacine Bellatar. Vous êtes tous des lâches. Tous des lâches. Yacine Bellatar. Alors moi, non mais la Bible est pleine de massacres. On s'en fout de la Bible, le judaïsme ne cherche pas. Je suis religieuse. Je ne vais pas vous baser entièrement sur la lettre du Coran, parce que c'est précisément ce qu'on ne veut pas. Le judaïsme ne cherche pas à convertir. Le judaïsme vous ne n'avez cherche pas à convertir. Je suis désolée. Yacine Bellatar. Alors moi, madame, alors moi je monte sur scène, mais ma première partie est encore libre et je veux bien vous la donner. Plus sérieusement, je crois qu'il y a un fantasme qui est important. J'aime beaucoup ce que vous faites, Véronique Jeunesse, mais vous êtes en train de passer d'actrice populaire à actrice populiste, et c'est dommage. Ah bah non, c'est pas vrai. Attendez, je vais aller au bout. Ça, c'est musulman. Ça, c'est un truc de musulman. C'est un truc de musulman de faire des vannes. C'est l'islam, on ne pratique pas des vannes. Voilà, c'est Al-Qaïda. Voilà, la pensée unique, c'est sans arrêt. Attendez, madame. Regardez les textes, c'est pas Al-Qaïda, les textes. Attendez, madame. Laissez-le terminer. Je crois que l'islam est une religion qui a fait le plus parler. De toute façon, vous connaissez, vous êtes musulman, ce que je ne suis pas, vu que vous n'êtes pas professeur d'arabe et c'est philosophe. Alors dites-le que l'islam dogmatique. Non, Yacine Bellatar va terminer sa phrase et vous pourrez lui répondre. Madame, en plus, qu'est-ce que vous en savez d'abord que vous avancez, que je suis passé ça? Qu'est-ce que vous en savez? Il y a 75% des gens, des Français qui me pensent comme moi. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous me laissez aller au bout de ma parole, si je vais au bout de ma parole, parce que là j'ai l'air d'un terroriste. Si je vais au bout, je serai républicain. Attendez, traditionnel quand même. Voilà. Je suis venu en djellaba avec un chameau et une épée. Ça me déçoit déjà que Frédéric ne m'autorise pas à venir comme ça sur le plateau. Je vais aller au bout de mon propos. Vous pouvez venir comme vous voulez. Frédéric m'a dit pas d'épée ce soir, pas de bazooka. Il faut que Lyon français. Non mais je vais vous répondre, madame. Madame, attendez. Non mais faites preuve de politesse. Je vais aller jusqu'au bout, d'accord? Mais toujours, vous dites preuve de politesse. Je vous dis, moi, je suis désolée. Laissez-le parler, parce que lui, il doit parler. Vous ne pas qu'on vous interrompt. Il fait de l'humour. Je crois que pendant l'islam est une religion qui a fait parler d'elle, en tout cas avec le 11 septembre 2001, de manière extraordinaire. Et les médias se sont appropriés ce phénomène-là. Et il n'y a qu'à voir, quand on en parle, ça a toujours quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres religions. Attendez, madame, je vais aller au bout. Le problème, c'est que c'est devenu un fonds de commerce et quelque chose d'extrêmement, si je puis me permettre, bankable. Parce que je crois savoir que les plus grosses ventes de Charlie Hebdo sont celles où on a parlé de l'islam. On peut le dire, c'est les plus grosses de l'année, parce qu'il y avait une rupture de stock 2 jours plus tard. Jean-François Copé, quand il fait une campagne entre la viennoiserie et la mosquée, prend une tactique politique, et qui finit d'ailleurs par le faire gagner, mais qui est extrêmement populiste. Ça va être très difficile de s'en débarrasser. Mais maintenant, la vraie question, c'est de savoir quelle est la place de l'islam en France, puisqu'il y a 6 millions de Français qui sont musulmans, français et musulmans. Est-ce que les deux sont incompatibles? Je suis la preuve que non. Je suis tout à fait français, républicain, j'aime mon pays, ça ne m'empêche pas de croire en Dieu. Le problème, c'est que l'islam ne fait partie jamais d'une sphère privée. C'est toujours public, c'est qu'on soupçonne. C'est bizarre, mais quand j'arrive sur un plateau télé, par exemple, on peut me parler de ma religion. On en parlera moins à un chrétien ou à un juif. Mais on m'en parle. Et c'est pour ça qu'il faut que le débat change, parce que de toute manière, nous sommes français. On n'a pas de deuxième pays. Moi, je vais grandir ici, je suis né ici, mes enfants sont nés ici. Donc, c'est aussi de savoir pourquoi ça pose tant de problèmes. Parce que notre pays n'est pas xénophobe. Moi, je pense que quand vous l'avez dit, c'est parce que vous aviez un contradicteur qui allait dans votre sens. Mais moi, je vous le dis droit dans les yeux, Véronique Jeunesse. Notre pays n'est pas xénophobe. Ah, mais moi, je ne suis notre pas pays, il y a 100 ans, dessiné des juifs
sur la une des journaux encore. Beau, je me trompe, Charles? Non, C'était comme non, ça dans je les ne pays. suis pas Après, il y a eu les xénophobe. Italiens, il y a On eu a les commencé Polacks. par les catholiques. Et là, maintenant, c'est au tour des Pourquoi musulmans. vous dites que je suis... Et dans- Je ne suis pas xénophobe. Non, je vous dis pas que vous l'êtes. Non, mais vous me le dites comme si je ne le savais c'est pas. très important. Vous me dites, vous savez, Véronique, Non, je ne suis pas Non, mais xénophobe, j'essaie de vous ni intéresser. raciste. D'accord, Véronique Jeunesse, on a compris. Non, le non, mais démenti, je vous le d'accord. dis. Non, non, mais si vous voulez, je vais aller au bout de mon propos pour finir. Je ne vous accuse de rien. Et Je vous si, dis de que toute c'est façon, une vous le dites, tradition dans notre bien pays. sûr. Vous savez, les vrais Oui, gens je qui le sais, souffrent. je connais mon pays. Non, mais les vrais gens qui souffrent ne sont Mais pas je le connais, mon pays, je Non, le mais qu'est-ce connais. que vous voulez dire par là? Non, mais je le connais Non, mais aussi depuis bien tout que à l'heure, vous, vous mon êtes dans pays. quelque chose. Mais je ne suis dans rien. Non, mais Moi, dans ce que vous dites, quand vous dites que Charlie Hebdo a fait les meilleures ventes, moi je pense qu'il a fait les meilleures ventes parce qu'on l'a menacé de mort. Parce qu'on n'en aurait pas parlé, on n'aurait pas fait arrêtez. vendre. On va poser la question à Charles. On va Poser la question à Charles. On a fait les meilleures ventes parce qu'on nous a effectivement menacé de mort, on nous a incendiés, on nous a piraté notre site. Voilà. Plus récemment, on doit notre publicité, non pas, enfin moins aux médias qui sont intéressés à nous parce qu'ils sont toujours à l'affût de attention, si on dessine le prophète et que ça se voit dans Charlie, on va en parler, du coup ça va faire du buzz. Sauf que les médias, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que entre les moments où ils ont fait des buzz avec nous, on a déjà dessiné le prophète et personne n'en parle parce que c'est dans les pages intérieures et que c'était discret. Et on l'a fait, ça fait 20 ans qu'on le fait et on continuera à le faire et on n'a pas de tabou là-dessus. Maintenant que les médias décident d'en faire un buzz, c'est eux qui le décident. Mais le dernier buzz qui a eu lieu, c'est parce que Hérault, qui avait peur du scandale qui allait arriver, des caricatures scandaleuses de Charlie Hebdo, a dit publiquement qu'il prenait ses distances avec Charlie Hebdo. C'était au moment des manifestations contre le film anti-musulman. Donc il condamnait Charlie Hebdo par avance, avant même que le journal soit sorti. Fabius condamnait Charlie Hebdo avant même que le journal soit sorti. Résultat, le mercredi en kiosque, tous les journaux, enfin tous les médias étaient autour de nous en disant mais comment ça se fait que vous avez réussi à réveiller Hérault et Fabius? Et c'est ça qui a fait le buzz. Et nos attachés de presse là-dedans ont été Hérault et Fabius. Et merci pour nous parce qu'on a mieux vendu que d'habitude. Mais en 20 ans de Charlie Hebdo, on a fait effectivement 3 buzz, comme on dit maintenant, et c'est à chaque fois, c'était effectivement des couvertures qui concernaient l'islam. Alors Abdenour Bidar, là, une question vous a été posée, est-ce que l'islam, grosso modo, est compatible avec la paix dans le monde et avec la démocratie? Alors là, la question est beaucoup trop générale. Je réponds simplement à Madame Delcambre qui me dit, mais dites-le, vous Bidar, en tant que spécialiste, en tant que philosophe et en tant que spécialiste de l'islam. Moi, en tant que philosophe, je réinvente rien, hein, je n'ai pas une façon singulière de faire de la philosophie, j'essaye de produire une pensée qui est critique et complexe. Alors, appliquer à l'islam, ça donne la chose suivante. Je ne fais pas une philosophie de bisounours. Excusez-moi, est-ce que je puisse regarder Madame Delcambre? Voilà, merci. Donc, je fais une philosophie critique de l'islam. Je fais une philosophie critique de l'islam. Ça me vaut d'ailleurs un certain nombre d'inimitiés. En même temps, il y a beaucoup de musulmans qui me remercient, qui me disent enfin, vous produisez, je ne suis pas le seul, hein, bien entendu, mais vous produisez une pensée qui émancipe et qui rencontre notre propre mouvement d'émancipation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi, du côté des musulmans, un appel à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a un génie profond en même temps dans l'islam. Et c'est en ce sens-là que je rencontre la complexité. C'est-à-dire que pour moi, alors d'une part, je dirais qui aime bien châtie bien, c'est-à-dire que j'étudie l'islam, c'est le sujet qui m'intéresse, en tout cas un des sujets qui m'intéresse le plus. Bon, eh bien, je le critique avec ferveur, je dirais, mais en même temps, au fur et à mesure que je pénètre dans l'intelligibilité des textes, dans l'intelligibilité de cette tradition, dans sa complexité à la fois historique et actuelle, je me rends compte que c'est tout sauf une civilisation sur laquelle je peux porter un jugement unilatéral et définitif. C'est complexe. C'est-à-dire que le monde musulman, aujourd'hui, donne à voir, et comme hier d'ailleurs, le meilleur et le pire. Récemment, sur un plateau de télévision, comme toutes les religions, on m'a demandé s'il y avait des civilisations supérieures à d'autres. Voilà le type même de questions absolument stupides. Alors revenons à des questions plus... Voilà. qui nous intéressent. Une toute petite chose. Je voudrais, parce que dans ce genre de débat, il me semble que c'est nécessaire, je voudrais répondre à une opinion qui a été mise selon laquelle l'islam serait communautaire. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en France? Et ça, le dernier à l'avoir montré avec énormément de clarté, en général, mais bon, commençons par la France. Oui, intéressons-nous à la France. Voilà. Celui qui a réfléchi sur cette question avec le plus de clarté récemment, c'est Gilles Kepel, avec un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Banlieue de la République. Qu'est-ce qu'il a fait dans Banlieue de la République? Il a montré de quelle façon l'islam aujourd'hui se développait sur une zone qui est extrêmement circonscrite, qui est la zone de Clichy-Montfermeil, c'est-à-dire une des zones qui sont sociologiquement, économiquement, les plus enclavées et les plus paupérisées. Et il a montré quoi?
il a montré que là, effectivement, l'islam est hyper communautariste. Mais pourquoi? Parce que justement, ce communautarisme s'enracine sur une très grande une très grande détresse socio-économique. Donc dire que c'est l'islam qui est responsable du communautarisme, je dirais à moitié. C'est-à-dire qu'il y a dans l'islam, comme dans toute religion, une pulsion communautariste, mais qui va être ensuite encouragée ou découragée par les conditions de vie des individus. Et aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce facteur socio-économico-politique au moment où on voudrait toujours accuser l'islam comme religion. Alain Madelin, il se trouve que... C'est une communauté, n'oubliez pas. Alain Madelin, il se trouve que vous avez fondé, dirigé un institut qui a étudié l'islam à l'époque de votre vie. Est-ce que pour vous, l'islam... Je parle alors, restons en France, s'il vous plaît, parce que le problème des Français aujourd'hui, tant qu'il y a un problème, est-ce que l'islam en France est soluble avec notre République, notre culture, nos mœurs? Je me suis posé cette question après la chute du communisme, au moment où il y avait tout un débat sur les guerres de civilisation. L'islam est-il soluble dans la démocratie ou dans l'état de droit? C'est pas facile comme réponse à cette question, mais je suis revenu avec la réponse oui. Après un gros boulot, oui. Cela étant, ça va être coton, hein. C'est pas fait. C'est pas fait. Et si vous allez au Mali du Nord, ou si vous allez en France, c'est pour ça. Et même en France, si vous voulez, vous avez quand même de gros problèmes. Alors, cela étant, c'est vrai que si j'étais martien et je débarque dans l'Espagne catholique de l'Inquisition, et je me dis, est-ce que la religion catholique est compatible avec la démocratie? La réponse est non, bien sûr. Non, et pourtant, oui. Et il a fallu, oui, mais il y avait déjà les droits de l'homme, il y avait déjà les droits des gens. Hein. Ça existait. Il a fallu la réforme. Et il a fallu beaucoup de choses pour faire évoluer la religion catholique vers l'acceptation des droits de l'homme. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Et donc, je pense que cette tâche, nous sommes à un mauvais moment de l'histoire, à une mauvaise respiration de l'islam. Ça va prendre des décennies. Ça va prendre des décennies. Il va falloir vivre avec. Et donc, il faut, peut-être avec Internet, on va espérer une accélération de l'histoire. Cela étant, donc il faut vivre avec. Et si on vit avec tous ces problèmes qui sont bien réels, parce qu'on a peur de l'islam en France, et on a des raisons d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on a un islam agressif, guerrier, militaire. En France? Oui, dans l'imagerie, dans les médias, et même en France, on le voit bien. Dans les faits divers. Dans les faits divers. Bon. Et puis, vous avez des pratiques communautaires qui ont certes la raison, le fait que les communautés musulmanes se sont rachetées là où il y avait déjà des ghettos. Et donc, c'est une responsabilité qui est partagée. Mais ce sont des pratiques communautaires qui font frémir les Français, qui disent « mais on n'est plus chez nous », etc. Ce sont des réalités. Nier ces réalités, c'est abominable sur le plan politique. Mais mettre de l'huile sur le feu, perdre son calme, comme je le vois souvent dans des débats, où on met un mot. Sarkozy avait mis le mot « nous ferons un référendum sur l'immigration ». Il n'y avait pas, en réalité, le référendum était beaucoup plus subtil, il ne l'aurait jamais fait, etc. Mais on avait véhiculé les mots que l'on donnerait aux Français le pouvoir de se prononcer sur l'immigration. On excitait là des gens. L'histoire du pain au chocolat, c'est une histoire réelle, et Copé n'a pas tort sur le fond. Le racisme anti-blanc, ce sont des faits réels, tout ça. Mais la façon dont on les pose, le moment où on le pose, voilà, on sent qu'il y a une exploitation politique. Et je dis vraiment, le sujet est tellement sérieux, tellement grave, etc., que ça nécessite beaucoup de calme de la part des politiques. Et c'est une question religieuse, c'est pas une question d'immigrés. S'il me plaît à moi d'être musulman, j'ai le droit d'être musulman demain. Un bon français, je serai musulman. Et c'est une liberté religieuse. Et donc vous ne pouvez pas m'interdire ma liberté religieuse. Vous ne pouvez même me permettre de l'accompagner dans une démocratie libérale. Donc vous voyez bien l'extrême difficulté aujourd'hui de cette question et le nécessaire appel au calme, à l'examen sérieux et surtout ne mettez pas d'huile sur Monsieur le feu. Madelin, si vous êtes musulman et que vous voulez sortir de l'islam. Attendez, vous êtes deux à parler en même temps. Monsieur Madelin, c'est d'abord avant tout une question sociale. Et on mélange, on ethnicise trop souvent, où on met du religieux sur des questions qui sont à tout sociales. Non, mais la vertu consolante de la religion, elle arrive là où il y a de la pauvreté. Voilà. C'est normal, c'est classique. Comme vous, je pense qu'il ne faut pas être dans le déni des problèmes qui existent réellement. Il y a effectivement des délinquances et on ne peut pas dire « Ah, les pauvres, il faut avoir pitié » et donc nier la réalité parce que c'est aggraver le mal. Effectivement, le déni vient aggraver le mal. L'histoire Mera est intéressante parce que c'est une histoire sociale, le reportage est passionnant. Mais par contre, stigmatiser et apprendre à partir d'un fait divers, quand Andreas Breivik,
tue des dizaines de Norvégiens, on ne dit pas il est blond, il est chrétien, donc c'est un terroriste. Quand c'est un musulman, on le rappelle, on le ramène à cette condition-là. Nous avons 6 millions... Parce que le terrorisme, au nom de Dieu, pardonnez-moi, il y a là... C'est pas normal de le rappeler. C'est quand même assez normal de le rappeler. Là, vous voulez vraiment masquer les problèmes. Et pourquoi Breivik Juste sur cette question... Breivik fait cet attentat. Au nom de l'extrême droite, au nom du nationalisme. Eh bien oui, contre l'islam, etc. Et donc on ne confond pas. Si vous voulez. Oui, on ne confond pas tous les Occidentaux avec Breivik. Alors est-ce que, juste pour terminer sur ce point, est-ce que les manifestations très violentes de Civitas ce week-end contre le mariage homo, on a vu qu'il y avait eu de vraies brutalités, est-ce que ça a été, est-ce qu'il faut en faire le procès du catholicisme? Non, mais imaginez si ça avait été des musulmans qui avaient manifesté dans les mêmes conditions, qui avaient fait preuve de la même violence. Immédiatement, ça aurait été la une de tous les magazines, de tous les journaux en disant que l'islam menace la France, etc. Moi, j'ai participé à une manifestation d'extrême droite, enfin d'extrême droite catholique de Civitas, contre les pièces de théâtre qui se jouaient à l'hôtel de ville. Enfin, j'étais déguisé en Civitas, donc j'étais comme ça. J'étais en blanc. Et ils étaient 1500. C'est impressionnant, 1500 fachos qui défilent dans la rue. Ils étaient accueillis à l'hôtel de ville, enfin à l'hôtel au théâtre de la ville, par un groupe de musulmans qui disaient Jésus, on est avec Jésus, on vous soutient. Les gens de Civitas voyaient des musulmans de loin, ils se disaient oh là là, on nous attend, on va se faire péter la gueule. Sauf que les musulmans, eux, venaient soutenir Civitas, ils étaient 30. Ils étaient 30. C'est ça, le rapport de force en France, c'est ça. Il y a l'extrême droite catholique est largement plus présente et largement plus violente. Monsieur Madeleine, j'ai une question. Il ne s'agit pas de manifestations, ni rien, ni de banlieue, ni tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui se convertit à l'islam, et c'est très facile, venez, l'islam est prosélyte, tant mieux, c'est largement ouvert, il suffit d'une profession de foi. Et s'il veut sortir, l'apostasie, dans n'importe quel petit manuel, pas Al-Qaïda et n'importe quoi, dans n'importe quel petit manuel, que ce soit celui qui apostasie est condamné à mort. Vous pouvez demander à n'importe quel imam ici, et non pas vous qui... Et la peine est souvent exécutée? Eh bien, il est... la peine de mort en France. Non, je parle, la religion existe, c'est le soubassement. Je suis désolée, le soubassement du christianisme, si vous dites à un catholique, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, il vous répondra oui. C'est une vraie question, Alors Alain Madelin, Abdelnour-Bida, peut-être Jean-François Kahn à un moment. Lorsque Chevènement avait voulu faire le conseil du culte musulman, il avait eu l'idée au début de dire je demande aux différents partenaires d'accepter l'apostasie, c'est-à-dire le droit de changer de religion. Bien sûr, c'est normal. Parce que c'est une des conditions normales dans le régime des droits de l'homme qu'on est en France. De demander ça. Je pense que ça aurait pu être accepté. Le Chevènement a retiré, de mémoire, il a retiré cette demande. Mais c'est pas. Mais c'est grave ça, de retirer. Faut pas en faire un acte de guerre civile, mais franchement, c'est un sujet de discussion. Non mais Monsieur Madeleine, à un moment. Le musulman est le frère du musulman, un muslim, et pas le frère du chrétien, et pas le frère du juif. Ne mentez pas. Je ne parle pas de vous qui êtes laïque, mais dites-le, soyez franc. Mais madame, je vous en supplie. Non, mais à un moment, madame, si on essaye de parler, qu'à chaque fois vous rentrez dans une démence, parce que depuis tout à l'heure... Écoutez, madame, restez tous frères. On va revenir au même sujet. Écoutez, madame, écoutez. Vous savez, le problème, c'est qu'à un moment, on part du principe... N'ayez pas cette arrogance sur ce plateau. Non, mais monsieur Madeleine, je crois qu'en arrogance, votre carrière peut me prouver que vous en avez fait preuve. Je vais vous expliquer, c'est que Mohamed Merah, quand il a agi, on est parti dans un fantasme de croire qu'il était cautionné par la communauté musulmane. Je tiens à rappeler quelque chose, c'est que quand Mohamed Merah agit, de la manière dont il a agi, qui est atroce, il n'est plus musulman. Il fait partie de sa communauté, qui est la communauté des tarés, où il y a Breivik, c'est-à-dire que il est à son compte. Ce que je veux dire, c'est que l'amalgame, il est très puissant. Il y a des salafistes qui l'ont emmené en Afghanistan. Vous savez combien il y a de salafistes en France? Mais je m'en fous, combien il y en a, il suffit qu'il y en ait 10. C'est bien ça le problème. C'est les plus virulents. Il y a 6 millions de musulmans. Mais vous savez, dans une classe, si la France est menacée par 10 personnes, elle va très mal. Mais je sais qu'on n'a pas d'armée, on n'est pas super fort, mais quand même. 10 personnes, c'est grave. Pierre Jourde et Jean-François Kahn. Jean-François Kahn. J'ai essayé d'en placer une. Allez-y.
J'entends des choses qui me heurtent d'un côté, mais qui me heurtent aussi de l'autre dans la négation des problèmes. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui va... Si, non, mais bon, je vais essayer de développer. Hein. Moi, je suis convaincu que l'islam, comme toute spiritualité, est une démarche humaine infiniment respectable. Et d'ailleurs, c'est un immense vecteur de culture. Au début de l'Empire ottoman était infiniment plus tolérant que, on a dit tout à l'heure, l'Espagne d'Isabelle la catholique. Donc l'islam n'est pas incompatible avec la tolérance religieuse et donc pourquoi pas avec la démocratie. Simplement, ils n'ont pas eu les philosophes, ils n'ont pas eu la Réforme, ils n'ont pas eu les philosophes du XVIIIe siècle. Il va donc falloir qu'ils en passent par là, en effet. Je pense d'autre part que l'immense majorité des musulmans de France... Ils ont eu, mais il y a longtemps. Et je crois que c'est un fait, l'immense majorité des musulmans de France sont des gens qui pratiquent leur religion sans poser de problème, qui sont parfaitement intégrés et sur lesquels il n'y a rien à dire. Troisième point sur l'islamophobie. Moi, je peux témoigner en tant qu'enseignant en lycée, j'ai 30 ans de carrière en lycée et en université, et accessoirement dans les milieux culturels et littéraires. Là, je peux vous dire que l'islamophobie, c'est quelque chose qui non seulement n'existe pas, vous pouvez parler à n'importe quel étudiant et pratiquement à n'importe quel lycéen, mais qui est même le repoussoir absolu. Alors si vous émettez la moindre critique, oui, enfin, chez les jeunes, dans les milieux artistiques, dans les milieux intellectuels, je veux dire, c'est pas rien, c'est pas rien non plus. Je ne nie pas que ça existe, mais si ça existe, je pense aussi que c'est parce qu'il y a des problèmes et qu'en plus on les nie et que ça augmente encore en effet cet effet de résistance. Vous disiez tout à l'heure, oui, mais le voile, on est libre de la porter, en quoi ça menace votre liberté? C'est nier quand même le fait que dans certaines banlieues, il y a des jeunes filles qui essayent de s'émanciper de la tutelle paternelle, du patriarcat, et qui ont du mal. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté, ça? Si c'est forcé. Est-ce que lorsque les indigènes de la République viennent à la fête de l'UMA faire taire Caroline Fourès parce qu'elle a eu le malheur de critiquer l'islam, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté? Toutes les attaques... Je vais terminer parce que vous avez parlé... Je termine. Toutes les agressions contre Charlie Hebdo, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté dès lors que Charlie Hebdo a le malheur de titrer « Intouchable », oh, la belle affaire, hein. Je veux dire qu'il prouve par là même que Charlie Hebdo a raison. Charlie Hebdo, au titre intouchable, on les attaque. Ils avaient raison. C'est qui ils? Écoutez, parce que vous mettez ce sont les associations. Vous mettez sur le compte de tous les Jusqu'à preuve musulmans. du contraire, ce sont quand même des extrémistes musulmans qui les attaquent. Est-ce qu'ils sont représentatifs? Il y a des problèmes. Est-ce qu'ils sont représentatifs de tous les musulmans? Vous dites non. Non, il n'y a aucun problème en ce qui concerne les... On On parlait tout à l'heure de Mohamed Merah. Bon, Mohamed Merah, c'est un fou, c'est un extrémiste, etc., qui a tué au nom de l'islam, il sort de l'islam. D'accord. Mais quand la mère d'une des victimes est allée dans certaines banlieues pour parler aux jeunes de son geste, elle a été reçue par des jeunes, et ça revient à plusieurs reprises, qui ont dit Mohamed, c'est un héros de l'islam. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes? Vous tuez des petites filles juives, et il y a des jeunes dans nos banlieues qui disent vous êtes un... Mohamed Merah tue des petites filles juives, et il y a des jeunes dans les banlieues qui disent c'est un héros de l'islam. Est-ce que vous pensez Je ne fais vraiment pas un amalgame. Et vous dites je ne fais pas un amalgame. Mais c'est filmé, vous avez dit vous et il, monsieur, c'est grave. Vous pensez vraiment... Regardez, non mais vous avez dit vous, mais ce vous est dénonciateur quand même. C'était un malentendu. Je vous parle pas. Je vous parle pas à vous en tant que musulman. Je dis vous quelqu'un. Ok, je dis quelqu'un. Quand Charles c'est pas tu qui veut dire a eu quelqu'un. ces problèmes, nous avons, nous les humoristes en tout cas, tous soutenu le fait qu'on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, ce sont, et malheureusement, des faits isolés extrêmement médiatisés. On peut continuer, on pourrait faire 4 heures d'émission. Un jeune qui frappe son prof parce que son prof a parlé du conflit israélo-palestinien. Personne ne cautionne, personne ne lève la main. Je peux aller au bout, je vais aller au bout. Maintenant, le problème, c'est que vous partez du principe... Attendez, laissez-le terminer. C'est que c'est minoritaire. Je l'ai dit que c'était minoritaire. Non, mais si c'est minoritaire, écoutez, dans une classe, vous avez été prof. Dans une classe, il suffit que 3 élèves foutent le bordel pour qu'on dise que c'est une classe de turbulents. Aujourd'hui, l'islam est dans la même situation. Il y a une minorité extrêmement active et une majorité extrêmement silencieuse. Je vais vous parler du Conseil du culte musulman, tout à l'heure on en parlait. Il n'y a pas de clergé dans l'islam, puisque vous avez fait des études. Il n'y a pas de clergé. Et pour une fois qu'on pouvait faire un mariage conscient entre un fait citoyen et puis une religion, il s'avère que les musulmans n'ont pas choisi les gens qui les représentent, avec Dalil Boubaker et autres. Aujourd'hui, moi j'ai 30 ans, je suis musulman, je suis né en France. Je suis extrêmement loin de Dalil Boubaker. Moi j'ai des copains qui sont musulmans, qui boivent de l'alcool, qui sont capables de vous dire la différence entre un château Lafite et un boulawan, ou je ne sais quoi. Maintenant la vraie question, et elle est là, c'est à chaque fois, de toute manière, l'islam finit par rejaillir. Il y a eu des problèmes en équipe de France, on a fini par dire que Ribéry, c'est pas le problème, c'est le fait qu'il soit musulman qui est peut-être à l'origine des problèmes. Et ça, c'est préjudiciable. C'est que ces gens-là ne représentent personne à part eux-mêmes.
Je ne représente que moi-même. Mais on a parlé de ça au tout début de la conversation. Non, mais je ne représente... Madame vous dit que on a dit que c'est pas de vous qu'on parlait. Madame Jeunesse vous dit qu'on n'entend pas ceux qui disent l'inverse. Vous avez tweeté que vous ne vouliez pas lire le livre de Médine parce que vous saviez à l'avance ce qu'il y avait dedans. Ah non, mais Médine, il m'a insulté, alors j'ai pas envie de dire son livre. Vous faites allusion à un livre que vous avez écrit tous les deux, qui s'appelle Don Panique. Et je ne vais pas me faire traiter de connasse parce que j'ai pas lu son livre. Vous avez des connasses, mais en tous les cas, quand il y a des musulmans qui prennent position pour la République tout en se revendiquant comme musulmans parce qu'ils n'ont pas envie de s'effacer et qu'ils pensent pouvoir être à la fois républicains, français, musulmans, lisez-les, regardez ce qu'ils disent. Mais j'espère que vous ne les pas envie. Jean-François Kahn. J'en lis plein des livres. J'ai lu des livres formidables. Moi, je trouve que vous êtes vraiment désolé. Quelqu'un qui vous dit que vous avez raison, mais pas du tout. Absolument pas. Jean-François Kahn. Vous voulez même pas admettre qu'il y a des problèmes. C'est aussi mortel que l'attitude de cette dame. Mais vous savez, monsieur, aujourd'hui, vous dites un vous. Depuis tout à l'heure, vous dites il. Vous en tremblez des lèvres. Vous pouvez reconnaître, faute avouer à moitié pardon. Pourquoi il? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré Jean-François Kahn parce qu'il s'avère qu'il est venu dans la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Marly-le-Roi. Puisque le maire s'appelait François-Henri de Virieux. J'ai grandi dans une ville qui n'est pas à droite, elle est même un peu plus qu'à droite, juste ce qu'il faut. Et j'ai grandi et j'allais bien, j'allais à l'école de la République. Tout va pour le mieux. J'ai travaillé sur France Télévisions, j'ai travaillé à Radio France, avec la redevance de tout le monde. Non mais attendez, je vais juste vous... Aujourd'hui, je vous le dis, tout simplement. On est en train de vous dire que le malaise lié aux banlieues a muté depuis une dizaine d'années. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Maintenant, il est devenu un problème de l'islam, puisque les jeunes de banlieue qui sont perdus, qui sont une minorité, puisqu'il y a une majorité qui travaille et qui va bien, s'identifient plus au problème d'être français ou pas. Ils ont trouvé un confort beaucoup plus large, qui est l'islam, qui ne regroupe pas 6 millions de personnes, qui en regroupe 1 milliard. On est beaucoup plus à l'aise quand on fait partie d'une famille religieuse aussi large. Et ces jeunes-là, vous croyez que ce n'est pas désespérant? Mohamed Merah s'est fait virer d'Al-Qaïda. Même Al-Qaïda n'a pas voulu de lui, parce qu'il l'appelait le Françaoui, le français, puisque lui-même était à son compte. Et pourquoi on n'en parle pas assez? Quand Mohamed Merah a revendiqué de faire ça au nom de la Palestine avec fierté pendant 48 heures, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président de Palestine a envoyé tout simplement un mot en disant « Tu ne représentes personne, tu as fait ça en ton nom ». Et c'est pour ça que je vous dis, monsieur, je suis d'accord avec vous, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr, mais c'est déjà dans les tuyaux. C'est notre pays, la France, on l'aime. Et pas que quand l'équipe de France gagne. Vous reconnaissez que ça va prendre du temps. Mais c'est pas que ça va prendre du temps, je l'aime déjà. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais l'aimer dans 10 ans. Je l'aime déjà, mon pays. J'ai essayé de donner la parole à Jean-François Kahn depuis tout à l'heure. Prenez-la. Il y a plus de gens comme moi. Prenez-la. Moi, je préfère écouter François Kahn que Il y a un jaune. Parce que chaque fois, si je ne connaissais pas l'arabe et l'islam, vous diriez, mais vous ne connaissez rien. Ce sont les Français qui parlent et qui sont... Mais moi, je trouve ça incroyable. Votre attitude est incroyable. On ne va pas en faire le procès de Yacine Bellatar ou de vous. On va juste... On va essayer... l'islamophobie, dès qu'on critique cette religion, ça devient insupportable. C'est la haine personnifiée et ça ne donne pas envie d'aimer cette religion. C'est tout. Faut pas comme ça. Jean-François Kahn. Comment? Non, mais moi je suis d'accord sur l'expression d'islamophobie. Je trouve que c'est une expression absolument inappropriée, extrêmement dangereuse. Au fond, il y a eu le même contresens. Il y a quelques années, on accusait Voltaire d'avoir été judéophobe. Exact. Pareil qu'il était judéophobe, voire antisémite, parce que judéophobe, antisémite. Voltaire a dit des choses horribles sur la religion juive, mais il a dit les mêmes choses horribles sur la religion musulmane et la même chose horrible sur la religion chrétienne. Bien sûr. Est-ce que Clémenceau, qui disait des horreurs sur toutes les religions, y compris l'islam, était un islamophobe? Est-ce que Victor Hugo, qui a écrit des choses absolument épouvantables sur toutes les religions, y compris l'islam, était islamophobe? C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Récemment, il y a eu des livres qui ont été publiés. Il y a un livre qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas musulman ?» par un Pakistanais. Terrible, une critique de la religion épouvantable. L'islam d'abord, parce qu'il est musulman, mais élargi. Le type est athée. Bon. Ce qui est rare quand même au Pakistan. Entre nous, il faut être courageux pour être athée au Pakistan. Aussi, il y a eu un livre de Hawkins, terrible contre la religion, qui est paru. Il y a eu un livre d'un Anglais. Ils ont fait des millions, ça a été des best-sellers. En France, il n'y a pas eu une ligne dans les journaux. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a une espèce de crispation sur la religion. On n'a plus le droit de critiquer la religion. C'est pas simplement l'islamophobie. On n'a plus le droit de critiquer la religion. Oui, mais et mon avis, une des façons de se libérer. Je vous dis, mais j'ai rien dit, vous me dites... Laissez-le parler.
une façon de se libérer de cela, c'est peut-être un peu de desserrer l'écrou, de pouvoir dire que c'est pas un scandale de critiquer les religions, quelles qu'elles soient. Et comme ça, on désenclaverait ce problème de l'islamophobie. Ça, c'est la première. La deuxième remarque, entre les Arabes et les musulmans, quand même. La deuxième remarque, c'est que cela dit, il est tout à fait vrai que lorsqu'un certain nombre de gens, aujourd'hui, on ne peut plus dire arabe parce que ce serait raciste, bon, etc., il est vrai qu'un certain nombre de gens, pour ne pas dire arabe, des musulmans. Il y a une tendance chez certains de dire musulmans parce qu'on n'ose plus dire arabe, pour dire arabe. Ou même de dire tous les musulmans, pas en gros, sont pareils, sont islamistes. Or, c'est très dangereux. Pourquoi ? Franchement, je connais bien parce que j'ai été correspondant en Algérie du Monde très longtemps, je connais l'Algérie. Vraiment, je connais beaucoup de gens. Bon, il y a des laïcs. Il y a des athées, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des agnostiques, il y a des libéraux. Il y a quand même des gens qui peuvent se réclamer de la philosophie musulmane du XIe siècle, qui était en avance sur la philosophie religieuse française de l'époque. Bon. Et cela, il faut faire très attention. Parce que si on refuse leur complexité, si on refuse leurs différences, si on refuse le fait qu'il y a des débats chez eux, si on refuse... Bon, alors ils vont faire bloc, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils vont considérer à tort que c'est une agression exactement comme nous. Je vais vous donner un exemple sur la peur. Il est clair qu'il y a une peur de l'islam. Il est clair que tout ce qu'ils disent souvent et tout ce qu'ils font provoque cette peur de l'islam. Terrible. Mais regardez ce qui s'est passé avec la manifestation après l'histoire Mera. Vous avez 180 salafistes qui se sont réunis. Ce qui était extraordinaire, pour une fois, extraordinaire, c'est à quel point ils étaient peu. Moins qu'en Italie, moins qu'à Londres, moins qu'à Amsterdam, moins que partout. C'est vrai. 180. Et quand vous avez regardé les journaux télévisés, vous en aviez l'impression d'une espèce de raz-de-marée intégriste qui avait déferlé sur le pays. Autrement dit, à la peur répondait la peur. C'est-à-dire à la peur que je comprends, légitime de l'islam, répondait de l'islam, on l'incitait, on l'excitait par une peur incontrôlée. On l'instrumentalisait. Le procès. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut faire très très attention de ne pas provoquer, je vous jure, une espèce, comment dirais-je, de réunion, de solidarité d'un certain nombre de gens qui voudraient se libérer. Qui voudraient faire... Ils ont honte quelquefois du dogmatisme. Mais attendez, monsieur Kahn, on n'a pas les mêmes précautions pour les et au lieu de les aider à se libérer, quelquefois, eh ben, on les incite à faire bloc et à se rétrécir. Jean-François Kahn, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il se trouve qu'on les voit juste là, les couvertures, les couvertures de tous les magazines qu'on a vus récemment. Qu'il y aurait du temps à gagner, parce que c'était l'acquisition, vous l'avez dit, du temps de l'acquisition. Je vous signale que c'est de la fin du 19e siècle que date le syllabus de Pie IX, de la fin du 19e. Et le syllabus de Pie IX, si vous le relisez, c'est presque au-delà de l'intégrisme musulman. C'est à la fin du 19e. C'est-à-dire, ça condamne la liberté de penser, le suffrage universel, la modernité, le modernisme. Dans la mesure où depuis la fin... on a vécu ça, on ne va pas revivre ça avec l'islam, mon Dieu. Non, mais ça veut dire qu'il faut... Non, mais ça veut dire qu'on a vécu ça et on s'en est libéré. On peut penser que peu à peu... Il y a déjà dans les pays musulmans un début, si vous voulez, de prise de conscience. Regardez en Tunisie l'héroïsme, regardez en Algérie l'héroïsme. Ils ont, 300 000 morts algériens parce qu'ils ont résisté à l'islamisme. Je vais vous dire, et vous les méprisez, ces gens-là. Ils se sont battus pour nous. Alors soyons solidaires de cela. Soyons solidaires de cela. Et précisément, dans le droit musulman, il y a quelque chose qui est bien mieux que dans tous les droits, c'est le fait de la prohibition de l'usure, des intérêts. Là, je dois dire que les musulmans, que ce soit pour l'hospitalité, la générosité dans le jeûne, que ce soit pour vraiment l'usurier qui sera vraiment condamné aux pires menaces, je dis il y a des points positifs et il y a aussi des points négatifs et il ne faut pas les nier. Attendez, mais de toutes les religions. Alors on peut considérer qu'il n'y a plus de points négatifs chez eux, on peut le penser. Abdenour Bidar, il se trouve qu'il y avait plein de couvertures qui passaient pendant que vous parliez. Il y avait plein de couvertures qui font peur. Alors pour moi, de couvertures de magazines consacrées à l'islam. Oui, et qui font peur. Alors pour moi, il y a deux problèmes. Le judaïsme sans gêne, ça ferait gueuler. Ouais. Bon.
pour moi, il y a... Je vois cet islam sans gêne. Je dis ce judaïsme sans gêne, objectivement, ça ferait gueuler. Vous avez l'habitude. Ou ce catholicisme qui fait peur. Ce catholicisme qui fait peur. Oui, non. Quand j'écoute tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écueils. Le premier écueil, c'est le fantasme, c'est-à-dire qu'il consiste à tout mettre dans le même sac, c'est-à-dire à voir l'islam comme quelque chose de complètement monolithique, une espèce de grand vampire intégriste, fou furieux, etc. Bon, évidemment, on se dit c'est tellement grossier que personne n'y croit, et là, beaucoup de monde y croit. Mais le deuxième écueil, sur lequel j'essaie souvent d'attirer l'attention, c'est du côté musulman aussi, peut-être, un certain déni. C'est-à-dire que je crois qu'il est tout à fait insuffisant aujourd'hui, du côté musulman, de se contenter de la position qui vise à dire, attention, toutes les manifestations qui sont les manifestations caricaturales de l'islam, caricaturales ou, je dirais, pathologiques de l'islam, en l'occurrence l'intégrisme, le formalisme, voire le terrorisme, la violence, etc., tout ça n'est pas l'islam. Je crois que là, il y a quelque chose qui est une occasion manquée pour cette culture, pour cette civilisation, d'un rendez-vous critique avec elle-même. Voilà. C'est-à-dire que, autant on peut faire la part des choses, et dire qu'il y a, effectivement, même si pour certains ça n'existe pas, il y a un islam modéré, il y a un islam sain. Il y a des musulmans modérés. Il y a des musulmans modérés. L'islam est un phénomène. Il n'y a pas de musulmans modérés. Je termine. Il n'y a pas d'islamisme modéré, il y a un islam modéré. Bon. Il n'y a pas d'islam modéré, il y a des musulmans modérés. Alors, si vous voulez. Je suis même d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a des catholiques modérés? Mais non, mais il n'y a pas de musulmans modérés. C'est quoi un musulman modéré? C'est un mec qui fait pas 5 prières, mais 2,5 par jour. C'est un mec qui mange pas de porc, il mange du sanglier. Qu'est-ce que c'est un musulman modéré? Il n'y a pas de modération dans une religion. C'est avec l'alcool, à consommer avec modération. Donc peut-être un jour, il y aura des islamothèses. On soufflera dans le ballon. Non, je ne bois pas l'alcool. Non, mais il y en a qui boivent de l'alcool. Non, mais je suis désolé. Non, mais à un moment, c'est pas être dans le déni. Et puisque vous êtes philosophe, que de dire que les musulmans sont une entité, un pays. Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure. Mais non, mais dire qu'à un moment, ce qui se passe. Moi, je suis français musulman. Je n'ai pas à juger un musulman au Pakistan. Ni à choisir entre français. Mais à un moment, ce n'est pas mon pays, ce n'est pas les mêmes lois. Bien évidemment que moi, en tant que musulman français, je peux être amené à comprendre que Charlie Hebdo fasse cette couverture-là. Je peux comprendre que les Guignols de l'info fassent quelque chose. Caricature. Je serais beaucoup moins tolérant si j'avais été, par exemple... Est-ce qu'un rapport intelligent... Si vous aviez été pakistanais... oui, bien évidemment, parce que je serais... Est-ce qu'un rapport intelligent et autonome à sa propre culture, quelle qu'elle soit, est un rapport dans lequel il n'y a aucune capacité d'autocritique? Mais ce n'est pas là. Non, mais répondez à cette question. Mais non, mais justement, je vais y répondre. Je ne peux pas répondre en disant oui ou non, c'est pas aussi binaire. Non, l'adéquation, elle est de se dire, que veulent les musulmans de France? Se banaliser, qu'on finisse par leur dire, ne plus leur dire, oui, d'accord, pardon, mais je crois que se banaliser, c'est trop simple. Non, mais se banaliser, terminé, parce qu'on n'a plus que quelques minutes. Mais se banaliser, c'est banaliser dans le sens de devenir anonyme. C'est ça qui arrive. Il y a de plus en plus d'ingénieurs. Il y a de plus en plus d'ingénieurs arabes, de plus en plus de docteurs arabes. Quand j'ai commencé en Syrie Villetaneuse, il n'y avait pas d'arabes, sauf des enfants d'ambassadeurs. Et puis après, les gars des cités sont venus. Et maintenant, ils sont avocats, etc. Donc ça marche. C'est ça qui crée les peurs d'ailleurs. Mais ça marche parce que, malgré les difficultés, il y a de plus en plus d'arabes, de musulmans, certains ne sont pas musulmans, sont arabes, qui sont intégrés, qui sont français, qui resteront là, qui vont être considérés comme les citoyens français et qui font œuvre utile dans la société. Mais surtout, tout ça, juste sur un chiffre, parce qu'on parle du chiffre des salafistes qui sont effectivement très peu nombreux, des radicaux qui sont effectivement très peu nombreux, qui sont dangereux, mais très peu nombreux, et c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais on parle aussi des 6 millions de musulmans, il y aura 6 millions de musulmans en France. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup moins que ça. Il y a des musulmans qui sont issus effectivement d'une culture musulmane, qui ont des parents musulmans et qui sont aussi musulmans que moi je suis catholique. Moi je suis baptisé, je ne suis pas du tout catholique, je suis athée. Et ces gens-là, il ne faut pas demander à ces gens-là qui se prononcent. Il ne faut pas demander à ces gens-là qui se prononcent en tant que musulmans pour critiquer des radicaux. Il faut qu'on leur demande de se prononcer en tant que citoyens et qu'on arrête toujours de leur dire vous êtes musulmans parce que vous êtes issus de la culture musulmane. Il y en a plein de musulmans, soi-disant, qui n'en ont rien à foutre de la culture musulmane. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Entièrement d'accord. Il y a les laïcs musulmans, il y a des complètement. Pas musulmans du tout. Il y a des athées qui sont pas musulmans. Qui pratiquent moyennement, qui pratiquent pas. C'est pas du tout de cela que je parle, moi. C'est ce que j'ai dit en exergue de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de l'idéologie politico, socialo,
conquérantes, des salafistes qui veulent imposer la Oumma et leurs lois au-dessus des lois de la République. Mais vous pouvez elle existe. Mais Véronique Jeunesse, est-ce que ça va? Et elle vient sans arrêt. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Mais ça va, madame? Et elle vient attendez là. Je peux finir. Elle vient sans arrêt par groupuscule envahir par des revendications débiles, même si elles sont en petits groupes. L'espace public, et c'est de ça dont les gens ont peur et ont marre. Mais il le sait très bien, il le sait très bien, il le sait mieux que tout le monde. Pierre Jourde, vous vouliez dire un dernier mot? Arrêtez de le nier. Moi, je est incontestable, c'est que la partie du monde où les agnostiques sont le plus opprimés, comme ils l'étaient au Moyen-Âge, opprimés, c'est les pays musulmans. C'est pas la partie du monde, c'est la partie du monde, c'est la France. Ça, il a raison. Mais pour en revenir à la France, un dernier mot. Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. C'est très important qu'il y ait des gens qui viennent de la communauté musulmane, et qu'ils le soient ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qui accèdent en effet à ces postes, à cette forme d'intégration. Reste que je pense qu'on ne peut pas nier que même si ça vient d'une minorité active, est-ce qu'on peut aujourd'hui sur l'islam avoir la même liberté d'expression qu'on avait par exemple dans l'assiette au beurre sur le catholicisme en 1900? Non. Visiblement, c'est pas possible. Il y a des risques. Et ça, c'est une régression. C'est une régression de la liberté d'expression. On est passé de l'immigration à l'islam. Ce sont souvent les mêmes. Et la même peur de l'immigration, ceux qui, les Arabes, qui dans nos cités viennent nous voler notre travail, etc. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a islamisé cette question. Du coup, elle est devenue religieuse et passionnelle et beaucoup plus explosive. Et on voit bien que ça crée un vrai problème. Ces magazines que vous nous avez montrés, s'il y a des unes comme ça, bien sûr, ils instrumentalisent la peur de l'islam, mais en même temps, c'est parce qu'il y a une demande de l'autre côté. Et cette montée de la radicalisation des peurs de l'immigration, qu'on est passé à la peur de l'islam, et à mon avis, beaucoup ont eu tort d'aller sur ce terrain de la laïcité contre l'islam, parce que ça, au fond, rendu presque le Front National sympathique pour beaucoup, hein. Et donc on se retrouve dans une... il fallait le dire, mais pas lui laisser. Oui, peut-être. Il ne fallait pas lui laisser le monopole de ce combat-là. Ok, Jean-François, toujours est-il qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une question, on le voit bien ici sur ce plateau, et encore ça pourrait être pire, qui est totalement explosive. Et si les uns et les autres, on ne fait pas un effort de calme pour aborder cette question dont on sait que ni la gauche ni la droite n'ont de solution toute faite, ni aucun autour de ce plateau de la solution. Et ça ne peut se faire qu'avec du temps, du dialogue, en attaquant les problèmes sociaux qui sont à l'origine de la dérive des ghettos, qui ensuite donnent lieu à l'islamisation. Il y a mille et une, on ne va pas faire l'article là, mais il y a mille et une façons d'agir aujourd'hui pour essayer d'aider à l'islam de devenir un islam fréquentable, compatible avec les valeurs de la République, ce qu'il est pour une grande partie, mais ce qu'il n'est pas pour une petite partie, et à intégrer l'immigration. Je rappelle juste ce chiffre parce qu'il m'a frappé, je le retrouvais hier, sur les 500 plus grandes sociétés américaines, 40% ont été créés par des immigrés ou des fils d'immigrés. Juste, on s'arrête là, parce que je sais que vous voulez tous la parole, mais je n'ai plus le temps de la... Voilà, on finira par ce mot-là, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je trouve très bien. Parce que c'est précisément pour ça qu'on a attaqué Charlie Hebdo. Oui, alors bon, d'accord, excusez-moi. Critiquons, ironisons. On ne repart pas sur ce débat. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Il se trouve que je veux terminer cette émission avec Loris Gréau, qui est arrivé.